8 mars 2014. Il est exactement 1h21 du matin. Personne ne le sait encore, mais le monde est sur le point de vivre le plus grand mystère de l'aviation civile. À cet instant précis, quelque part entre la Malaisie et le Vietnam, un avion de ligne moderne, équipé des technologies les plus avancées de son époque, cesse tout simplement d'exister aux yeux du monde. Un Boeing 777 de la compagnie Malaysia Airlines disparaît des écrans radars. À son bord, 239 personnes, des familles en voyage, des enfants, des hommes et des femmes assoupis dans leur siège, convaincus que ce vol nocturne n'est qu'une formalité avant l'arrivée à Pékin. Mais en l'espace d'une minute, tout bascule. Les communications sont coupées, les radars civils perdent sa trace, et surtout, sa trajectoire ne s'interrompt pas, elle change. Le MH370 quitte sa route initiale, fait demi-tour et commence à suivre un chemin qui ne correspond à aucun plan de vol jusqu'à disparaître pour toujours sans laisser d'indice. Ce qui devait être un simple vol commercial devient le plus grand mystère de l'aviation civile du XXIe siècle. Plus de 11 ans ont passé, et aujourd'hui encore, ce dossier n'a jamais été refermé. Mais pour la première fois depuis des années, les recherches s'apprêtent à reprendre. Aujourd'hui, nous rouvrons ensemble le dossier tristement célèbre du vol MH370. Bienvenue au Bureau des Archives. Avant d'ouvrir cette archive, juste une petite parenthèse pour vous demander de vous abonner à la chaîne et de liker cette vidéo. Ça va vous prendre uniquement quelques secondes et c'est très utile pour moi pour avoir plus de visibilité. Voilà, je vous embête pas plus longtemps et je vous souhaite une bonne vidéo. Kuala Lumpur, aéroport international. Dans la nuit du 7 au 8 mars 2014, le vol MH370 s'aligne sur la piste. Destination, Pékin. L'appareil décolle à exactement minuit 41. La météo est calme, le trafic aérien normal, bref, aucun incident à signaler. Toutes les conditions sont réunies pour un vol serein et tout à fait banal. À bord, 227 passagers et 12 membres d'équipage. Parmi eux, le commandant Zahari Ahmad Shah, 53 ans au moment des faits, pilote très expérimenté, avec plus de 18 000 heures de vol, dont une grande partie sur Boeing 777. Et le copilote, Farik Abdulhamid, 27 ans, en phase avancée de formation, totalisant environ 2700 heures de vol. L'avion lui-même est un Boeing 777, considéré comme l'un des appareils les plus sûrs et les plus fiables jamais construits. Pour preuve, aucun accident mortel impliquant un Boeing 777 n'a été à déplorer depuis son entrée en service en 1995. Mais revenons au déroulement du vol. À 1h19, le vol MH370 atteint la limite de l'espace aérien malaisien. Comme le prévoit la procédure, le cockpit établit un dernier contact avec le contrôle de Kuala Lumpur avant de passer sous la responsabilité du Vietnam quelques minutes plus tard. Ce type d'échange est parfaitement routinier. Il s'agit d'un transfert de contrôle, répété des milliers de fois chaque nuit sur toutes les routes aériennes du monde. La voix du cockpit est calme, posée et professionnelle. Malaysian 370, climb flight level 350. Climb level 350, Malaysian 350. Le commandant confirme la trajectoire, l'altitude et la continuité du vol. Rien n'indique d'anomalie et rien ne laisse présager un problème technique ou humain. Puis vient la phrase de clôture, une formule standard apprise dès les premières heures de formation, un simple good night. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night, Malaysian 370. Ça signifie une chose très précise, le vol est stable, le transfert de zone va s'effectuer et le MH370 s'apprête à entrer dans l'espace aérien vietnamien. C'est le dernier message jamais reçu depuis le cockpit. 2 minutes plus tard, au moment exact où le contrôle de Ho Chi Minh devrait prendre le relais, l'avion ne répond plus. Aucun appel, aucune erreur radio et aucune alerte technique. Le MH370 ne signale pas de problème, il cesse simplement d'exister sur les écrans civils. Et c'est précisément ce silence, survenu au moment le plus banal du vol, qui va transformer une procédure anodine en point de départ d'un mystère mondial. Ce qui se produit ensuite n'a à ce jour aucun équivalent strict dans l'histoire de l'aviation civile. À peine quelques minutes après le dernier échange radio, plusieurs systèmes cessent de fonctionner presque simultanément. D'abord, le transpondeur. Et ce dispositif est essentiel car il transmet automatiquement au radar civil l'identité de l'avion, son altitude et sa position. Sans lui, un appareil devient pratiquement invisible pour le contrôle aérien civil. Sur le MH370, le transpondeur s'éteint net. Puis dans la foulée, les radars civils perdent totalement la trace de l'appareil. Sur les écrans, le symbole représentant l'avion disparaît, comme si on avait coupé un interrupteur. Et ce point est crucial,
car il n'existe aucune panne connue capable de provoquer, par accident, une coupure aussi propre, synchronisée et aussi ciblée. Une défaillance électrique majeure aurait généré des alertes, un incendie aurait entraîné des messages d'erreur, et une perte de contrôle aurait provoqué des variations erratiques de trajectoire. Ici, rien de tout ça. Le silence est total. Pourtant, on sait que l'avion n'est pas tombé, car dans les minutes qui suivent, les radars militaires malaisiens, conçus pour détecter des appareils même sans transpondeur, continuent de capter une cible. Un appareil vole encore. L'éco-radar montre alors un comportement troublant. L'avion modifie sa trajectoire, il effectue un virage ample, progressif et parfaitement maîtrisé. Il ne s'agit pas d'une embardée, ni d'une dérive due au vent, ni d'un système automatique tentant de corriger une anomalie. Le MH370 est en train de faire demi-tour. Il retraverse la péninsule malaise, à l'exact opposé de sa route initiale vers Pékin. Il survole des points de navigation précis, comme s'il suivait une route aérienne connue. Ce qu'on sait, c'est que ce type de manœuvre exige une connaissance fine de l'appareil, une compréhension des systèmes de navigation et une action volontaire sur les commandes. On peut donc être sûr que c'est quelqu'un qui pilote l'avion et qui effectue cette manœuvre. Le virage est lent, stable et propre techniquement. Il respecte les contraintes aérodynamiques du Boeing 777 et il ne correspond à aucun mode automatique standard. Les enquêteurs seront formels sur un point, ce mouvement ne peut pas être expliqué par une défaillance accidentelle. Il suppose une intervention humaine consciente, effectuée depuis le cockpit. À partir de cet instant, le MH370 n'est plus un avion disparu, c'est un vol fantôme. Pendant plusieurs heures, le MH370 continue de voler. Invisible au radar civil, muet à la radio et coupé du monde. À l'intérieur, personne ne sait ce qu'il se passe réellement. Est-ce que les passagers sont conscients ? Est-ce que le cockpit est occupé ? Personne ne sait. Un seul système continue pourtant à répondre, le SATCOM. Le SATCOM, c'est le système de communication satellite de l'avion. Contrairement à la radio classique, qui dépend d'antennes au sol, le SATCOM permet à l'avion de communiquer directement avec un satellite, même au-dessus des océans ou des zones totalement isolées. À intervalles réguliers, l'avion envoie un signal automatique vers un satellite. Ce ne sont pas des coordonnées GPS, seulement un échange technique, une sorte de salut numérique. Mais ces réponses vont permettre de tracer des arcs invisibles au-dessus de la planète. Deux hypothèses opposées émergent, d'abord une trajectoire vers le nord, ou alors une trajectoire vers le sud. Les analyses successives, indépendantes les unes des autres, convergent lentement vers la même conclusion, le sud de l'océan Indien. Une région parmi les plus vastes et les plus profondes de la planète. Très rapidement, les recherches sont lancées. Jamais dans l'histoire de l'aviation civile, une disparition n'a mobilisé autant de moyens sur une zone aussi vaste et pendant une période aussi longue. Des dizaines de pays rejoignent l'effort de recherche, des avions de reconnaissance quadrillent le ciel, des navires militaires ratissent la surface et des satellites scrutent l'océan. Et pour la première fois à cette échelle, des sous-marins autonomes explorent les profondeurs. Plus de 120 000 km² de fonds marins sont cartographiés, analysés et inspectés. Une surface équivalente à celle d'un pays entier. 1 milliard de données sont collectées, croisées, retraitées. Chaque relief sous-marin, chaque anomalie, chaque signal suspect est examiné. Et pourtant, rien. Pas d'épave identifiable, pas de boîte noire et pas d'éléments permettant de reconstituer les dernières minutes du vol. Les semaines passent, puis les mois. Beaucoup avaient perdu tout espoir de retrouver le moindre indice après tout ce temps, mais quelque chose va tout changer. And we are following breaking news just into CNN. It is too soon to confirm right now, but we can tell you at this point that some debris has been found. Nous sommes le 29 juillet 2015. Ce jour-là, à des milliers de kilomètres de la zone de recherche principale, sur une plage de l'île de la Réunion, un débris est retrouvé échoué sur le sable. Un flapperon, une pièce mobile située sur l'aile d'un avion, conçu pour contrôler la portance lors des phases de vol. L'analyse est formelle, il appartient bien au MH370. Pour la première fois depuis plus d'1 an, une certitude émerge enfin. L'avion s'est bien disloqué, il est bien tombé en mer. Le silence est enfin brisé. La découverte du flapperon à la Réunion apporte une certitude. Le MH370 s'est bien abîmé dans l'océan Indien, écartant l'hypothèse d'un détournement prolongé vers la Terre. En analysant la dérive du débris, les scientifiques confirment une trajectoire compatible avec les dernières données satellites et d'autres fragments retrouvés sur les côtes africaines renforcent l'idée d'un avion disloqué en mer. Mais les réponses, elles, continuent de se dérober. Car ce fragment, à lui seul, ne dit pas où, ni quand, ni comment le vol MH370 s'est abîmé dans l'océan. Il confirme juste la tragédie,
Mais il ne résout pas le mystère. Pour les familles, le temps n'apaise rien. Il creuse. Les versions officielles évoluent, les hypothèses se contredisent, les rapports techniques restent flous, parfois même contradictoires. En 2018, un rapport final est publié. Il établit une chose, l'avion a été contrôlé manuellement. Mais il laisse 2 questions sans réponse, par qui et pourquoi. Faute de réponse, le dossier est malheureusement classé, le mystère, lui, reste entier. Mais au final, après avoir dit tout ça, quelles sont les hypothèses retenues ? Face à l'absence d'épave, les enquêteurs n'ont qu'une seule option, explorer toutes les pistes possibles, même les plus dérangeantes. La première hypothèse évoquée est celle d'un suicide du pilote. Elle repose sur plusieurs éléments troublants, le demi-tour volontaire, la coupure sélective de certains systèmes et la poursuite du vol pendant des heures jusqu'à l'épuisement du carburant. Lors de l'enquête, les autorités découvrent sur l'ordinateur du pilote des données issues de son simulateur de vol personnel. Parmi elles, une route qui s'enfonce vers le sud de l'océan Indien, direction troublante donc car proche de la trajectoire supposée du MH370. Mais pour les enquêteurs, cet élément ne constitue pas une preuve. Les pilotes utilisent fréquemment des simulateurs pour tester des scénarios improbables, s'entraîner ou simplement par passion. Sans message, sans plan écrit et sans autres indices concordants, ce tracé reste une coïncidence possible, mais pas une condamnation. Cette hypothèse se heurte à un mur. Aucune revendication, aucun antécédent psychologique formellement établi. Et surtout, aucune preuve matérielle permettant d'affirmer une intention suicidaire. Vient ensuite la piste d'un incendie à bord. Un feu électrique, lent, insidieux, capable de neutraliser progressivement les communications tout en laissant l'avion voler. Le problème, là encore, est technique. Un incendie de ce type aurait provoqué des alertes, des variations de trajectoire ou une perte de contrôle brutale. Or, le MH370 vole longtemps, de manière stable, et change de cap avec précision. La thèse d'un détournement interne est également examinée. Un membre de l'équipage ou une personne présente dans le cockpit aurait pu prendre le contrôle de l'appareil. Mais aucun passager suspect n'a été identifié, aucune revendication n'a jamais été formulée, et aucun groupe n'a tenté de récupérer politiquement la disparition. Certaines analyses évoquent ensuite une erreur ou une intervention militaire, un exercice, une mauvaise identification, un tir accidentel, et cette hypothèse pose un problème majeur, un tel événement aurait laissé des traces radars, satellitaires ou matérielles. Et surtout, il aurait impliqué un silence coordonné entre plusieurs États sur plus d'1 décennie. Enfin, des pistes plus marginales évoquent une intervention extérieure, volontaire ou non. Elles existent, elles circulent, mais elles ne reposent sur aucun élément vérifiable. Au fil des années, un constat s'impose. Certaines hypothèses ne tiennent pas techniquement et d'autres sont politiquement explosives. Mais toutes se heurtent à la même limite. Sans épave, aucune ne peut être prouvée. Sans boîte noire, il est impossible de reconstituer les dernières minutes du vol. Sans débris majeurs, il est impossible de confirmer un scénario plutôt qu'un autre. Sans preuve matérielle, la vérité reste hors d'atteinte. Et c'est précisément ce vide, plus que n'importe quelle théorie, qui fait du MH370 un dossier à part dans l'histoire de l'aviation. Et puis un jour, un communiqué officiel tombe. Près de 12 ans après la disparition du vol MH370, une nouvelle phase de recherche a été relancée dans le sud de l'océan Indien. Les autorités malaisiennes, en collaboration avec des équipes spécialisées en exploration sous-marine, utilisent désormais des robots autonomes capables de sonder des profondeurs inaccessibles jusqu'ici. Cette reprise fait suite à une réévaluation des données satellites et des modèles de dérive des courants qui ont permis de restreindre et recentrer les zones probables d'épave. L'espoir est de retrouver enfin l'épave principale et, avec elle, les boîtes noires, des éléments indispensables pour comprendre ce qu'il s'est réellement passé. Jusqu'à présent, ces indices matériels manquent encore, et la cause de la catastrophe demeure inconnue. Les autorités, elles, se montrent prudentes, tandis que les familles continuent d'espérer. Évidemment, retrouver l'épave ne ramènera personne, mais cela pourrait enfin apporter des réponses au plus grand mystère de l'aviation civile. Le MH370 a décollé comme des milliers d'autres vols avant lui, avec des passagers qui pensaient arriver à destination au petit matin. Malheureusement, ce vol n'est jamais arrivé. Il a laissé derrière lui des familles sans nouvelles, des enquêteurs sans réponse et un vide que ni la technologie ni le temps n'ont réussi à combler. Ce dossier rappelle une chose simple et profondément dérangeante, même à l'ère des satellites, même avec des avions ultra connectés, certaines histoires échappent encore à toute explication.
En tout cas, nous, c'est comme ça que l'on clôt cette affaire. J'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Ça m'aide énormément à son développement. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau dossier dans le bureau des archives.